Mesdames et messieurs, chers amis, pardonnez-moi de vous parler ainsi. Quelques difficultés physiques m'y obligent, mais j'espère de façon temporaire. Je voudrais remercier d'abord le président Escada de son invitation à cette espèce d'escandale. Permettez-moi le jeu de mots. On sait que les miens sont particulièrement redoutables et sulfureux. Cet escandale est une espèce d'escalade vers la qualité et vers le dévouement, vers l'action. Bon. Cela étant, je remercie notre ami Karl Lang du très bon discours qu'il a prononcé, qui ne m'étonne pas parce que je le connais depuis longtemps. Je connais ses convictions, je connais son talent, je connais sa volonté d'être au service de son pays. Et je le remercie de sa ténacité, parce que c'est ce qui est probablement la qualité la plus rare en politique. Et je peux dire que si je m'attribue modestement un certain mérite, c'est justement d'avoir organisé la pérennité du Front National, parce qu'un mouvement qui ne dure pas n'existe plus. Voilà. Or, à la vérité, c'est le seul qui ait duré depuis 45 ans, et à travers un certain nombre d'avatars divers, mais ceux-ci sont ceux de la vie, ils ne doivent pas nous épouvanter. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des difficultés. Cela n'empêche pas le mouvement et les idées de continuer d'avancer. Le journal de Roger titre d'une façon extrêmement inquiétante « La France est en danger de mort ». Autrefois, il suffisait du cri « La patrie est en danger » pour jeter aux frontières pieds nus les soldats de l'an 2 ou les Marie-Louise. C'est autre chose qu'il s'agit aujourd'hui. C'est que la patrie était en danger de perdre une province, une frontière, une bataille. Elle est en effet aujourd'hui au risque de perdre la vie, de cesser d'exister, de perdre ses libertés. Et ceci dans le cadre événementiel absolument dantesque, absolument tellurique, puisque notre situation d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du phénomène mondial de l'explosion de la démographie dans le monde. C'est la première fois dans l'histoire du monde, en effet, où la population est passée en moins d'un siècle de 2 à 7 milliards d'habitants, en progression vers des chiffres encore plus élevés, puisque l'ONU annonçait que dans 50 ans au Nigeria, il y aurait 440 millions d'habitants. Nous savons déjà que, sans que ces chiffres soient atteints, et bien avant qu'ils soient atteints, le continent sera lui-même en proie à un chaos sanglant, fait de misère, de famine et de guerre tribale. On sait déjà qu'il y a dans l'est de l'Afrique 10 à 20 millions de gens qui meurent de faim. De faim. C'est dire que ce phénomène qui a été négligé, c'est le moins qu'on puisse dire. Les gens qui nous ont gouvernés, qu'ils aient été de droite ou de gauche, ont été aveugles et sourds. Il y a, nous, plus de 40 ans que nous avertissons du danger qu'il y a de l'immigration massive qui a été suivie d'une façon systématique et régulière par tous les gouvernements. Comment expliquer que dans un pays qui connaissait déjà le chômage, on ait laissé ou fait entrer dans notre pays 200 000 immigrés par an, et ceci pendant 40 ans, que ce soit sous des gouvernements de gauche ou des gouvernements de droite, à peu près uniment, et malgré les cris qui nous faisaient qualifier, bien sûr, d'extrémistes, de fascistes, et qui sait encore, eh bien, la politique française ne s'est pas démentie. Et elle est aujourd'hui arrivée à un stade où, en effet, la vie, la survie de la nation est en cause. En effet, dans
ce monde qui connaît cette explosion démographique, il y a hélas une exception. C'est celle de l'espace boréal, c'est-à-dire de l'espace qui va de Gibraltar à Vladivostok et même jusqu'à Tokyo, où la natalité est inférieure aux chiffres nécessaires à la reproduction des populations. Autrement dit, cet espace européen, largement, connaît un déficit grandissant de ces populations. Avant que le président Poutine ne prenne quelques mesures, mais qui porteront, hélas, dans quelques années seulement, la Russie perdait 1 million d'hommes par an. Et certes, l'allongement de la vie, merci mon Dieu, l'allongement de la vie a fait que masquer cette situation. En effet, les gens vivant plus vieux, la population a tendance à moins diminuer, mais elle vieillit et elle se trouve dans l'incapacité d'avoir les réflexes de vitalité qui sont nécessaires à sa survie. Et pour qu'une maladie soit soignée, il faut que le diagnostic soit exact, pour que la thérapeutique soit efficace. Or, ce diagnostic, il faut le dire, nous sommes les seuls à l'avoir fait, à avoir signifié au pays de façon redondante et quelquefois peut-être lassante, on a l'impression, je pense qu'il y a ceux qui me connaissent depuis 60 ans dans la vie politique, il y en a peut-être quelques-uns dans la salle qui étaient des très jeunes gens, quand j'étais moi-même un jeune député, peuvent être lassés par la répétition d'un discours, encore que la politique c'est l'art de la répétition. Il faut répéter sans cesse, d'autant que nous n'avons jamais disposé des moyens médiatiques qui sont ceux de nos adversaires. Nous sommes toujours battus pratiquement sans moyens, mais avec courage, avec détermination, avec volonté. Nous n'avons pas cédé, nous n'avons pas reculé, nous ne nous sommes pas pliés, nous ne nous sommes pas agenouillés, nous sommes restés debout, criant souvent dans le désert, mais disant toujours notre vérité, car nous croyons, comme Jean, que c'est la vérité qui nous rendra libres. Encore que la vérité est bonne à dire, mais elle est très chère à assumer. Je peux vous le dire. Je vais raconter l'anecdote, vous avez peut-être connaissance, le premier détail, vous savez, en 87, je suis condamné en première instance à 13 francs de dommages et intérêts. 13 organisations ont porté plainte, elles ont eu droit chacune à 1 franc. Et c'est l'ignoble, le crapuleux président Estoup, aujourd'hui poursuivi pour escroquerie en bande organisée pour son rôle dans l'arbitrage tapis. Il a transformé ces 13 francs en 130 millions que j'ai dû payer avec l'aide du Front National évidemment et le soutien de nos militants. Mais c'est dire que cette vérité, nous l'avons dite à tout frais, si j'ose dire, à nos frais. Et les patriotes français ont subi, outre quelquefois les exécutions, la persécution permanente du système, l'opposition. C'est Brignot qui rappelait ce poème, le passeur d'eau, les mains aux rames, à contre-flot depuis longtemps luttait, un rameau vert entre les dents. C'est parce que nous avons ce rameau vert entre les dents que nous sommes ici sur cette tribune aujourd'hui, fidèles à nos idées, dans un espoir peut-être désespéré, que notre parole soit entendue par les Français pendant qu'il est encore temps. En vous rappelant que la première affiche du Front National, il y a 45 ans, c'était avant qu'il ne soit trop tard. C'est-à-dire que nous avions déjà le sentiment, à ce moment-là, de l'extrême urgence des réformes qu'il lui fallait faire pour sauver notre pays et l'arracher à sa décadence.
Et depuis, nous avons essayé de la freiner de toutes nos forces, mais nous avons descendu la pente. À la suite, d'ailleurs, il faut le dire, c'est la religion catholique qui a fondé les institutions politiques françaises. Et si notre civilisation s'affaisse, c'est aussi parce que la religion qui l'a créée s'affaisse elle-même, entraînant dans sa faiblesse, dans son affaiblissement, les structures qu'elle avait sécrétées, qu'elle avait suscitées. Et ceci intervient à un moment où d'autres religions connaissent du fait de la démographie. Les phénomènes sont un peu mécaniques en politique. En même temps que notre démographie affaiblie secrète une décadence et une faiblesse aggravée, eh bien, la démographie galopante du reste du monde pousse en avant des religions qui, sans elles, ne seraient pas aussi conquérantes. Je ne me souviens plus qui a dit, je pense que c'est Renan, quand l'islam, quand les peuples sont peu nombreux, l'islam est faible. Quand ils sont nombreux, l'islam est conquérant. Et nous avons affaire, en effet, non seulement à un phénomène démographique de submersion, conforme en quelque sorte à qu'on peut appeler la dynamique des fluides, puisqu'il y a un espace qui se creuse et un espace débordant. Et le risque que nous courons, et il est en cours, et depuis déjà un certain temps, c'est que ces populations se déversent sur nous. Si jamais, comme je le crois, le chaos s'installe en Afrique, la déferlante africaine submergera l'Europe, à moins qu'elle n'ait la volonté, le courage et l'imagination suffisante pour assumer sa défense coûte que coûte. Et c'est là peut-être où nos esprits ne sont pas préparés à la nécessité de ces affrontements. Parce qu'à un moment donné, certes, il faudra choisir, ce sera eux ou nous. Et le premier devoir que nous avions, nonobstant l'Assemblée des évêques qui m'avait critiqué d'avoir dit un jour que charité bien ordonnée commençait par soi-même, je dis que c'est une vérité, que l'on se doit d'abord à soi, à sa famille, aux siens, à ses camarades de travail, à ses proches, à sa famille. Alors moi je dis franchement, je ne suis pas venu sauver l'humanité. Je me contenterai simplement de rendre service à mon pays. Voilà, d'ailleurs, l'un de nos slogans était « Défendre les Français d'abord ». Oui, les Français d'abord. Ça ne veut pas dire que nous avons quelconque mépris pour les Suisses, les Belges, les Italiens, les Espagnols, que nous considérons comme des frères de civilisation, bien sûr. Mais ça veut dire que chaque pays a le devoir d'assumer sa propre responsabilité, sa propre survie. Or, malheureusement, l'analyse scientifique, mais elle peut être interrompue par des phénomènes imprévisibles. On ne sait pas ce dont demain peut être fait, peut-être des épidémies géantes, peut-être, hélas, des combats nucléaires peuvent créer des milliards de morts, puisqu'il s'agit de milliards d'hommes. On ne le sait. En tous les cas, nous, notre devoir est clair, il est simple. Sans rentrer dans ces considérations apocalyptiques, il est de nous battre au quotidien, tous les jours, à la mesure de nos moyens, pour essayer de sauver ce qui est possible dans notre pays. Le phénomène, d'ailleurs, j'en parlais tout à l'heure avec notre ami Escada, le phénomène d'affaiblissement de notre situation est lié aussi au psychisme, au mode. Moi, j'ai, par exemple, la plus grande estime pour les femmes. J'ai été élevé par une veuve de guerre, j'ai eu 3 filles, donc et je sais que les femmes sont même souvent supérieures aux hommes dans un certain nombre de qualités, en particulier celle du courage, celle du dévouement. Eh bien, néanmoins, à partir du moment où
l'égalitarisme des femmes, la propagande faite pour l'égalité des femmes aboutit à les projeter dans la réussite sociale. Celle-ci peut leur faire oublier qu'au-delà de la réussite sociale, elles ont une mission capitale qui est celle de transmettre la vie, celle d'élever les enfants. Et si évidemment, ça peut être très exaltant d'être major de Polytechnique, mais on peut, ça arrive d'ailleurs, à condition que ça ne fasse pas oublier qu'il faut assumer la tâche fondamentale, la dignité, la grandeur du rôle de la femme, c'est d'abord d'assumer le passage des générations. Et le reste vient de surcroît, il y a des gens qui sont capables de faire tout à la fois. J'ai cité d'ailleurs un jour, on me demandait est-ce que vous pouvez citer des héros français? Je dis écoutez, je ne m'en viens pas comme ça à l'esprit, mais je peux vous citer des héroïnes françaises. Par exemple, le commandant Aigle, qui ayant un cancer de l'utérus et étant enceinte sur le point d'accoucher, a programmé elle-même sa mort. Et a dit voilà, quand j'appuierai sur le bouton, vous ouvrirez, c'est que je serai morte. La jeune femme qui fait le tour du monde en bateau en solitaire casse son mât à 300 000 de l'arrivée. Un paquebot passe à côté d'elle, lui propose de l'embarquer. Elle refuse. Et avec un bout de chiffon, elle va continuer sa route et finir par atteindre son objectif. Et puis, vous vous souvenez, je ne me souviens plus de son nom, la jeune fille de ce colonel qui s'est battu jusqu'à la mort pour lutter contre le violeur, qu'elle a réussi par blesser, de telle sorte qu'il a été ensuite arrêté, reconnu et arrêté. Eh bien, ces trois femmes-là sont des héroïnes françaises de notre temps. Notre peuple est capable de sécréter des gens de cette qualité. Et c'est parce qu'il a été capable de sécréter des gens qui pouvaient se sacrifier, qui pouvaient être héroïques, qu'il a survécu au long de son histoire, courte par rapport à celle du globe, bien sûr, mais tout de même assez longue pour avoir marqué nos esprits et de créer un devoir de fidélité étant des successeurs qui doivent mériter cette qualité et cette fonction. Alors, somme toute, devant la réalité d'aujourd'hui, il convient d'abord non nocere, dit la devine, de ne pas nuire, essayer de sauver ce qu'il est possible de sauver. J'entendais dire tout à l'heure que M. Fillon avait dit que Marine Le Pen était sa principale ennemie. C'est une sottise. M. Fillon ne doit pas dire des choses comme ça parce que les forces nationales, même quand elles sont un peu dévoyées, sont nécessaires à la reconquête du pays. Il va falloir bien s'entendre pour arracher le pays, s'il est encore possible de le faire, ce qu'à Dieu plaise. Et je veux y croire de toutes mes forces. Je dois vaincre en moi en permanence le doute scientifique, celui que j'éprouve quand je vois la réalité, que je la projette ayant peut-être cette qualité de voir un peu plus loin que mes compatriotes parce que je regarde un peu plus haut. Si on regarde son nombril, on ne voit que ses chaussures. Pour déjà voir la plaine, il faut regarder le sommet des montagnes et s'inspirer de ceux qui ont fait le sacrifice de notre vie. Je lisais l'autre jour, on parle des crimes, des drames de notre société. Je crois que c'est le 23 août 14, il est mort 30 000 soldats français. 30
30 000 le même jour et 100 000 blessés. 23 août 14. On parlait tout à l'heure de 1 500 000 morts de la guerre mondiale, plus ceux de la seconde, et puis ceux d'Indochine, ceux d'Algérie. Mais sur tous ces théâtres d'opération, il y a eu des Français. Et c'est cela qui doit fonder notre espérance en même temps que tracer la route de notre devoir. Il ne nous est pas laissé beaucoup de liberté de choisir, et en tout le cas, pas celle de lâcher le morceau. C'est pourquoi, dans votre assemblée, et parce que vous êtes un des éléments de la force nationale de ce pays, et que nul ne doit être négligé, quel que soit l'âge, quel que soit le passé, quelles que soient les opinions précédentes, tous doivent, dans le combat qui vient, se rassembler. Parce qu'en effet, comme le disait Roger dans son journal, demain la France, il faut être... non, c'est servir. Servir, oui. Servir. Demain la France, c'est l'entête, c'est ça. Hier, aujourd'hui, demain la France, c'est une belle devise. Et Roger est de ceux qui aussi a mené le combat le plus longtemps possible. D'ailleurs, vous pouvez constater que ça conserve. C'est plutôt rassurant, si j'ose dire. Le combat conserve. C'est, je pense, MacArthur, qui a écrit sur ce sujet une page inoubliable sur ce qu'est la jeunesse. La jeunesse n'est pas une question d'âge, une question d'esprit, une question d'âme. Et il a dit aussi, dans un autre texte, qu'il y a 3 raisons de l'échec. Les 2 mots sont trop tard, avoir su trop tard, avoir compris trop tard, avoir agi trop tard. Souhaitons qu'il ne soit pas trop tard pour nous, pour agir. Il n'est d'ailleurs, dit le proverbe, jamais trop tard pour bien faire. Par conséquent, il reste à faire ensemble. Il reste à en convaincre notre propre peuple qui commence à prendre conscience avec inquiétude de la réalité qu'il côtoie de plus en plus et dont il s'aperçoit qu'elle n'est pas faite de gens forcément aimables et coopératifs, que la lutte pour la vie les désigne plutôt comme des victimes potentielles que comme des prédateurs. Et c'est de cela qu'ils doivent se rendre compte, en n'oubliant pas que l'union fait la force et que les préjugés qui ont tenu les gens de la même opinion éloignés les uns des autres doivent être balayés impitoyablement. Il faut avoir le cœur ouvert, mais ouvert d'abord vers les siens, avec l'analyse juste, sévère, rigoureuse des dangers, pour les affronter avec efficacité. La vie commence toujours demain, ai-je comme précepte de vie, tel qu'il m'a été transmis dans ma jeunesse. La vie commence demain, mais il faut la mériter. Et il faut la mériter par la lucidité, c'est-à-dire par le courage de regarder la vérité en face, ne pas détourner les yeux, ne pas se laisser bercer d'illusions par les romans qui sont diffusés sur les antennes diverses et qui tendent à nous détourner, à détourner notre attention de la réalité. Nous devons regarder la réalité froidement et prendre la résolution de nous battre jusqu'à la mort, puisque aussi bien celle-ci est inscrite dans notre destin général, et tout particulièrement même dans notre destin historique, si nous ne prenons pas les moyens de défendre notre vie comme nous en avons, pas seulement le droit, mais le devoir absolu.
travers un certain nombre de péripéties juridiques et judiciaires, encore le président d'honneur du Front National. Mais surtout, je suis surtout ici, ce soir, à vos côtés, comme représentant des comités Jeanne. Vous savez qu'un jour, en passant, c'est il y a 2 ans, en passant devant la statue de Jeanne, j'ai crié « Jeanne, au secours !» Oui, Jeanne, au secours, parce que Jeanne est un personnage exceptionnel de notre histoire nationale qui a été l'instrument à la fois de la terre et du ciel, et que nous avons besoin de cette conjonction pour croire dans la victoire possible et pour la réaliser. Alors, les comités Jeanne se sont donnés comme objectif, avec une charte d'ailleurs, de 20 points, une charte que je ne vais pas vous lire, mais ce sera le label du comité Jeanne. Sera accordé aux candidats qui le demanderont, bien sûr, et qui en seront jugés dignes. Et nous participerons au soutien de leur candidature parce qu'ils auront répondu ou signé l'engagement qui leur est soumis. Je dis tout de suite, je ne cite que les premiers thèmes. Le premier, c'est que nous sachions quelle est la réalité de la présence étrangère dans notre pays. Car celle-ci nous est très soigneusement cachée. Il est interdit de faire référence aux origines ethniques ou religieuses des gens qui entrent dans notre pays ou qui sont naturalisés. Or, il est évident que quand on doit soigner une pathologie, on doit en connaître tous les éléments. C'est le premier, celui-là. Et puis, nous sommes un bateau qui est en train de couler, qui fait eau. Il faut donc aveugler au plus tôt les voies d'eau. Parmi ces voies d'eau, il en est qu'il faut immédiatement suspendre, dont le droit d'asile. Le droit d'asile dont on nous dit que c'est une tradition française, établie probablement au moment où nous recevions quelques violonistes russes persécutés par la police du tsar, ou de quelques étudiants hongrois qui étaient en froid avec leur organisation policière. Mais à partir de là, entrent par centaines de milliers par an les gens, parce qu'il suffit d'entrer sur le territoire, vous déposez un dossier, et là vous avez un délai de 2 ans avant qu'il vous soit répondu. Pendant ce délai de 2 ans, il faudra entretenir les gens qui sont entrés. Et je voudrais dire très clairement que je tiens l'immigration pour la cause principale et presque essentielle de la ruine de la France. Et c'est facile à comprendre, c'est évident. Un étranger qui entre dans notre pays, qui est déjà en proie à un chômage. Aujourd'hui, je vous le rappelle, 7 millions de chômeurs, 10 millions de pauvres, n'est-ce pas? C'est la situation de la France. Donc quelqu'un qui entre seul, et en plus avec sa famille, ne peut pas trouver de travail. S'il trouve du travail, il le trouve au détriment d'un travailleur français qui, lui, deviendra de ce fait chômeur. S'il ne trouve pas de travail, nous devons lui fournir un logement, nous devons lui fournir une aide sociale, une aide familiale, nous devons assurer l'éducation, l'instruction de ses enfants. Tout ceci coûte horriblement cher, et quand c'est répété à la cadence de 200 000 par an, ça finit par ruiner la France. Nous avons 2200 milliards de dettes. 2200 milliards de dettes, et le service de la dette représente, je crois, grosso modo, 45 milliards par an, avec des taux extrêmement bas. Si par hasard ces taux montaient, et ils peuvent être multipliés par 2, par 4, par 8, par 10, à ce moment-là, ça n'est plus 45 milliards que nous devrons
chaque année, mais 200 milliards ou 450 milliards. C'est donc dire que nous sommes très clairement avisés des causes de notre ruine et qu'il faut mettre fin, donc suspendre le droit d'asile, suspendre le droit du sol qui fait français des gens simplement qui naissent en France. C'est le cas par exemple à Mayotte où les gens viennent accoucher pour être sûrs d'avoir que leurs enfants aient la nationalité française. C'est aussi le regroupement familial. Toutes ces législations qui ont été élaborées au cours des années au nom d'un humanitarisme globaliste qui a contribué à désintégrer l'économie des nations occidentales. Alors on me dit, oui, mais regardez, tout de même, il y a l'Allemagne. Bien, moi, je vous le dis très clairement, mesdames et messieurs, l'Allemagne est un cercueil en or. Voilà, mais c'est un cercueil. Et par conséquent, ce ne peut être un modèle. Il y a quelques pays qui résistent. La Hongrie, un certain nombre de pays prennent des précautions et ont compris le danger qui les menaçait, mais la déferlante est à nos portes. L'Algérie est passée en 50 ans de 8 à 43 millions d'habitants. Il y a en Égypte, qui fait partie de l'Afrique du Nord, 90 millions d'habitants qui habitent sur un territoire grand comme la Bretagne et qui ont $1 par jour pour survivre. Et il y a derrière l'immense Afrique qui est en proie, encore une fois, à un déferlement démographique tel que se chevauchant l'un l'autre, entrant en guerre tribale, mourant de faim, de soif, de misère. Cette vague doit être contenue. Encore une fois, l'ai-je dit, coûte que coûte. C'est cette résolution que nous devons prendre en cette période électorale dont on me dit qu'elle est exceptionnelle. Avez-vous connu des périodes? Oui, j'ai connu beaucoup de campagnes électorales, présidentielles. Celle-ci ne me paraît pas particulièrement étonnante. Elle est relativement banale. Elle consiste, de la part des gens qui sont au pouvoir, à essayer de démolir leurs adversaires, leurs ennemis, comme le fait M. Hollande, qui nous rend d'ailleurs, il faut bien dire, le plus grand service possible. Parce que quand M. Hollande dit mon ennemi est le Front National, ça vaut des pages de pub, ça. Je sais dans quelle estime est tenu notre presque ancien président de la République. Il n'en a plus pour longtemps. Mais pendant qu'ils sont encore là, ils vont essayer de faire tout le mal possible. Ce qu'il faut, c'est que nous ne soyons pas complices de ces opérations. C'est que nous comprenions qu'il y a un dessein qui nous dépasse, qui a un devoir qui nous oblige, et que notre volonté de servir le pays doit aller jusqu'aux assaises les plus sévères, jusqu'aux résolutions les plus fermes, jusqu'aux engagements les plus lourds. Et évidemment, en ce printemps précoce, on aimerait penser à autre chose. Mais cela n'empêche pas la joie, cela n'empêche pas l'amour, cela n'empêche pas la tendresse, cela n'empêche pas la pitié, loin au contraire. Nous devons nous appuyer sur les sentiments les plus forts et les plus nobles pour soutenir le courage qui va nous être nécessaire pour mener la bataille jusqu'à la victoire.